Voilà, il est avec nous, Innocent Silalé, coordinateur de la Dynamique Handi, un réseau des organisations dynamiques pour le bien-être des personnes en situation d'handicap et par ailleurs délégué de JICANDI. Merci, Monsieur Innocent Silalé, d'être venu sur le plateau. Merci madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de Balafon TV et surtout du Grand Plateau. Voilà, merci bien. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la situation des personnes en situation d'handicap et nous allons commencer par la scolarisation de ces enfants qui ont un handicap et des enfants qui sont nés des parents qui ont un handicap. Déjà, quel est l'état des lieux puisque vous êtes coordinateur d'un réseau d'associations des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on peut avoir l'état des lieux au niveau de la scolarisation des enfants en situation d'handicap? Merci une fois de plus madame de cette occasion que vous nous donnez de parler de la scolarisation, pour ne pas dire de l'éducation de la personne handicapée au Cameroun. Il est bien vrai, nous sommes en fin d'année scolaire, mais pour les personnes handicapées, ils ont déjà commencé l'année prochaine, d'autant plus qu'on est en train de déposer les dossiers. La situation n'est pas du tout très bonne, déjà que les conditions humaines ne nous sont pas favorables, mais également les différentes conditions pour bénéficier de ce que l'État a prévu. Puisque dans la loi qui protège les personnes handicapées, la loi 2010-002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées, il y a la section 1 qui est de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des personnes handicapées. Donc c'est cette partie de la loi qui encadre l'éducation des personnes handicapées dans les établissements publics. Si vous me le permettez, je vais lire très rapidement article 28. L'État prend des mesures particulières pour garantir l'accès des personnes handicapées à l'éducation et à la formation professionnelle. Ces mesures comprennent la prise en charge matérielle et financière, l'appui pédagogique. Article 29. L'État contribue à la prise en charge des dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des élèves et étudiants handicapés indigents. Cette prise en charge consiste à l'exemption totale ou partielle des frais scolaires et universitaires et à l'octroi des bourses. La prise en charge prévue en l'alinéa 1 et 2 ci-dessus s'étend aux enfants nés de parents handicapés indigents. Exactement, la loi est claire, l'État prend des mesures pour accompagner ces enfants du point de vue matériel, pédagogique, et il faut dire que c'est une mesure qui s'applique aux enfants nés des parents handicapés comme les enfants en situation de handicap. C'est quoi l'état des lieux? Est-ce que c'est fait sur le terrain? Sur le terrain, actuellement, nous sommes en train de déposer les dossiers parce que pour bénéficier de ces dispositions, il y a un dossier à Il faut déposer. remplir. Mais je Il veux faut d'abord remplir. savoir, est-ce Oui, que jusqu'ici, puisque vous êtes quand même membre d'un réseau qui existe oui, depuis 2001, JICANGI, je pense que Andy, c'est quand même un réseau qui existe depuis 2001, si j'ai bonne mémoire. effectivement. Donc, je veux savoir si vous, en tant que coordinateur de ce réseau, si vous avez des parents qui sont, qui ont des enfants et qui sont en situation de handicap et qui sont indigents, qui bénéficient réellement de ce que prescrit la loi. C'est ce qu'on veut savoir d'abord pour l'instant, l'état des lieux. Oui, l'état des lieux, de plus en plus, ces types de personnes sont acceptées dans les établissements scolaires. De Public plus en plus, et privé. dans les lycées. Bon, au primaire, généralement, quand ils partent pour déposer le dossier, on dit que l'école publique est gratuite. Bon, et lorsqu'on dit que c'est gratuit, nous connaissons ce que ça veut dire. Vous y allez, ça veut dire qu'il y a le ministère des Affaires sociales n'a rien à traiter par rapport à ça. Et quand vous partez, généralement, vous vous conformez à ce que le directeur va dire. Alors que normalement, dans les normes, les personnes, les enfants des personnes handicapées ou nés des parents handicapés devaient bénéficier de cette exonération. C'est de la maternelle jusqu'à l'université. Parce que la loi n'a pas dit qu'il n'y a pas telle structure, qu'il n'y a pas tel ordre d'enseignement. Mais sur le terrain, on trouve un grand nombre d'établissements qui semblent ne pas être informés, surtout les écoles publiques primaires et maternelles. Mais lorsque nous sommes saisis,
nous essayons d'aller auprès d'eux pour leur dire que c'est les dispositions réglementaires. L'exonération concerne de la maternelle à l'enseignement supérieur. Il n'y a pas de restriction qui a été faite selon la loi. Donc, sur le terrain, cette loi est tant bien que mal appliquée, mais je vais vous assurer que ce n'est pas du tout facile que les gens puissent entrer à accepter. Ce n'est pas du tout facile, mais nous nous efforçons à les faire comprendre vous négociez quand même, ou alors devant la loi, il se résigne? Non, d'autant plus que quand la personne handicapée lambda est devant le directeur qui dit que non, tu dois payer l'APE, ainsi de suite, alors que la loi dit que vous êtes exonéré, de l'APE. Généralement, il va sûrement négocier avec lui. Je vais faire comment? Il n'a toujours pas présence d'esprit de dire que je peux saisir l'association des personnes handicapées, ou bien il va saisir le ministère des Affaires sociales pour leur dire qu'on est en train de me demander de payer. Déjà que lorsque vous leur saisissez, le ministère des Affaires sociales, ils vous font comprendre que l'école publique est gratuite, donc eux, ils n'ont rien à faire là-bas. Donc, sur le terrain, on applique tant bien que mal, mais de plus en plus, nous nous efforçons à sensibiliser. Au lycée aussi, on accepte oui, les enfants? Au lycée, il y a plusieurs problèmes au lycée. Parce que dans la lettre circulaire de Madame le ministre des Affaires sociales, qui parle de placement scolaire, le placement scolaire ici, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans le privé, vous voulez aller dans le public, vous faites le dossier, on vous met dans le public. Vous êtes au collège, en classe de 5e, vous voulez aller dans un lycée, vous faites le dossier, vous déposez au centre social. Le centre social doit traiter votre dossier et vous deviez entrer au lycée. Sans payer? Non, vous entrez d'abord parce qu'il y a le placement, c'est entrer. Et il y a l'exonération maintenant qui est ne pas payer. D'accord. Maintenant, pour ces placements, nous avons des problèmes en classe de 6e et de seconde. Parce qu'ils estiment que pour l'entrée en 6e, il faut d'abord faire le concours. Bien l'entrée en seconde technique, il faut faire le concours. Ils nous ont déjà vaincus là-bas. Nous ne bataillons plus pour les 6e. Nous demandons que mettez vos enfants en 6e quelque part. Lorsqu'ils vont passer pour la 5e, vous les envoyez au lycée. Donc, il y a donc le placement qu'il faut que les parents sachent. Si votre enfant est au privé, vous pouvez le mettre au public. Allez tout simplement au service social. On vous donne la composition du dossier. Maintenant, pour bénéficier de l'exonération, l'exonération veut dire que vous ne payez pas. Et la lettre du ministère des Affaires sociales est claire là-dessus. Les enfants handicapés ou nés de parents handicapés bénéficient de l'exonération partielle ou totale des frais de scolarité. Mais en ce qui concerne l'APE, ils bénéficient de l'exonération totale. Ils ne payent pas. Ils ne doivent pas payer. Il faut que les gens le sachent. Mais par contre, dans certains lycées, ils exigent que ces enfants puissent payer. C'est d'abord l'information. Or, il faut que le parent sache que c'est de son droit. Et le circuit que les affaires sociales ont mis, c'est que vous passez par le centre social de votre localité, ils vous donnent la composition du dossier, vous faites le dossier et ils sont à mesure de vous mettre au lycée. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Les frais d'APE doivent être totalement gratuits. Je pense que, je vais dire, les frais d'APE doivent être gratuits, justement, pour les enfants en situation de handicap ou alors nés des parents qui sont en situation de handicap. Il faut dire que le lexique est très, très pointilleux en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Et revenons un peu dans le cas de l'actualité. La loi des finances 2026, et il faut le dire, hein, le MINAS, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales, a également réitéré désormais pour avoir une carte nationale d'invalidité, il faut avoir l'attestation de conformité fiscale et c'est cette carte nationale d'invalidité qui vous permet quand même de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs qui sont mis sur pied pour vous permettre de pouvoir accéder à une exonération partielle ou totale des frais de scolarisation. Alors dites-nous, est-ce que dans ce contexte-là, il y a possibilité que cette attestation de conformité fiscale puisse être un handicap pour la scolarisation des enfants en situation de handicap? Très bonne question, madame. Le 27 avril 2026, madame le ministre des Affaires sociales a signé une lettre circulaire adressée à ses collaborateurs sur le terrain et dans les services centraux, leur demandant désormais
que pour obtenir un certain nombre de documents, il va falloir l'attestation de conformité fiscale et le numéro d'identifiant unique. Et parmi ces documents, et parmi les avantages que vous deviez bénéficier et qu'il faut présenter ce document, je prends ici, il y a demande d'aide de tous les types, demande de subvention de l'État, demande d'agrément divers placements d'enfants, demande de carte nationale d'invalidité, demande de placement, entre parenthèses, placement scolaire, placement institutionnel, demande de certificat d'indigence, tout document lié à la protection de l'enfance. Voilà les différents documents que Madame le ministre a énumérés. Que pour le faire, il faut l'attestation de conformité fiscale et il va falloir également le numéro d'identifiant unique. Je veux m'appesantir ici seulement sur deux choses. La carte nationale d'invalidité. La carte nationale d'invalidité, c'est l'identité de la personne handicapée. Ça veut dire, si vous avez même 2 ans, vous êtes personne handicapée, vous deviez avoir cette carte. Et lorsqu'on dit maintenant que pour avoir cette carte, il va falloir l'attestation de conformité fiscale. Bon, ici, on n'a pas dit s'il s'agit pour le parent ou pour l'enfant. Et même s'il s'agit pour le parent, vous pouvez être orphelin. Et si vous êtes orphelin, qu'il s'agit pour le parent, ça veut dire que vous n'aurez jamais cette attestation de conformité fiscale. Et pour moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est pour les placements scolaires. C'est vrai, on n'a pas parlé de l'exonération ici. J'espère que Madame le ministre a mis de côté exprès l'exonération. Ça veut dire que ceux qui veulent seulement l'exonération n'ont pas besoin de cette carte. J'espère, parce qu'il faut qu'ils nous éclaircissent. Sinon, sur le terrain, ceux qui vont demander l'exonération, on risque de leur demander que vous deviez également présenter cette pièce. Voilà. Si on comprend bien, ça veut dire que vous, en tant que personne en situation de handicap, vous avez votre carte d'invalidité et peut-être pour inscrire un de vos enfants cette année, vous deviez avoir l'attestation de conformité fiscale. Je souhaite que Madame le ministre puisse bien éclairer. C'est ce que je comprends. Mais la sonnette d'alarme que nous sommes en train de tirer, c'est que le pourcentage de scolarisation des personnes handicapées est vraiment très bas. Ils sont très peu, ceux-là qui vont au-delà de leur handicap et qui doivent aller à l'école. Déjà, le déplacement n'est pas facile. Et pour ceux qui acceptent maintenant qu'ils doivent aller et qui sont déjà au lycée, lorsqu'on leur demande de mettre ces 2 pièces, j'imagine cet aveugle qui est au fin fond du village, qu'on va lui dire qu'il faut aller avoir ces documents, il va donc faire comment pour avoir? J'imagine, même ceux-là qui ont déjà les enfants au lycée, même dans les grandes villes, nous avons lancé un communiqué appelant les gens à se rendre au service social pour demander la composition du dossier afin de bénéficier. Parce que nous sommes dans une campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants handicapés. Je vous assure que chaque jour, c'est les dizaines de coups de fil que nous recevons. C'est alarmant. Il y a les gens qui disent qu'on leur demande jusqu'à 25 000 francs pour avoir cette pièce et qu'il faut aller aux impôts. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'implorer le pardon de Madame le ministre des Affaires sociales et le ministre des Finances de surseoir à ces 2 pièces, le numéro d'identifiant unique et le certificat de conformité fiscale. C'est une pièce qui va participer à la déscolarisation des enfants handicapés ou nés de parents handicapés. Je vous assure, madame, j'ai créé un groupe WhatsApp dans mon téléphone. Tous ceux qui m'appellent pour s'informer, je les ai mis dans le groupe. Si je vous livre tout ce qui est dit là-bas, vraiment c'est alarmant. Les gens met la main sur la tête. Déjà que pour constituer les pièces qu'ils avaient l'habitude de constituer, ce n'est pas évident. Et même la composition de cette pièce dépend d'un centre social. Alors, ça n'a pas été uniforme. Tout cela qui crée vraiment un imbroglio. Un imbroglio, voilà. Oui. Donc, si on veut comprendre les choses, c'est que cette année, il y a de grandes chances que beaucoup d'enfants en situation de handicap ou beaucoup d'enfants nés des parents en situation de handicap puissent être handicapés au niveau de la scolarisation. Effectivement. Et j'ai même peur que ceux qui sont même déjà au lycée, parce qu'ils n'ont pas eu cette pièce, ils vont se retrouver peut-être 2 mois après la rentrée. L'intendant viendra dire que votre nom n'est pas sur la liste
de ceux qui doivent bénéficier et ils doivent donc se retrouver au quartier. Donc, à l'heure actuelle, il est important que le ministère des Affaires sociales fasse une note, une sortie pour essayer d'éclaircir les zones d'ombre qui sont autour de l'acquisition de ces deux documents, notamment l'attestation de conformité fiscale et le numéro d'identifiant unique. Je crois que c'est ça. Effectivement, madame, mais au-delà, Mhm, même la composition du dossier, je vous dis, ça varie d'un centre social à l'autre. Vous êtes déjà au lycée. mhm. Dans certaines villes, on vous demande de faire le dossier chaque année. Dans d'autres, quand vous êtes déjà au lycée, chaque année, on reconduit seulement. Et nous avons eu une expérience ici à Douala. Nous avons eu un délégué départemental des enseignements secondaires qui, pendant 2 ans, durant tout son règne, lui, il envoyait tout simplement le nom de ceux qui sont déjà au lycée et la liste était validée. Il n'était plus obligé de refaire le dossier. Parce que cette affaire où il fait faire le dossier chaque année, il arrive que tu as déjà fait 2 ans au lycée, par telle condition ou autre, vous n'avez pas pu faire le dossier à temps, ainsi de suite, et finalement vous vous retrouvez au quartier parce que vous n'avez pas fait le dossier. Pourtant, nous sommes tout à fait d'accord que lorsqu'on entre pour la première fois au lycée, on fait le dossier comme tout le monde. Bien sûr. Même les valides font le dossier. Mais le valide, quand il est déjà au lycée, il ne fait plus de dossier. Mais la personne handicapée, dans certaines villes, je précise, dans certaines villes, notamment la ville de Douala, ils sont appelés à faire les dossiers chaque année. Et ça, ces dossiers, ce n'est pas 2, 3 pièces. On a Toute une énuméré liste. un certain nombre de pièces qu'il faut avoir. C'est vrai, ces pièces sont gratuites. Mais rien que le déplacement quitté pour aller signer tes pièces certificat de domicile, que je ne sais à quoi ça peut servir, tu es déjà au lycée. Tu as ton bulletin. Donc, si tu fais le faux, le proviseur va t'attraper ça. Puisque tu étais dans son lycée, est-ce que tu as encore besoin de faire un panoplie de dossiers pour être encore dans cet Accepter. établissement? Voilà, ça c'est une situation que vous déplorez et c'est à juste titre. Il faut quand même aussi parler d'autres secteurs, notamment le secteur de la santé, le secteur du transport. Et parlant du secteur de la santé, les personnes handicapées indigentes bénéficient d'une allocation d'invalidité et d'une prise en charge médicale. Il s'agit justement de la réduction ou l'exonération proportionnelle au taux d'incapacité des consultations, du prix des consultations, l'examen de laboratoire, radiographie, imagerie médicale. Est-ce que sur le terrain, c'est appliqué? Vous êtes une personne en situation de handicap. Est-ce que vous, quand vous allez à l'hôpital, vous bénéficiez effectivement de cette exonération partielle en fonction de votre type d'handicap et votre taux d'incapacité? Est-ce que vous bénéficiez de ça? Non, ce n'est pas toujours évident, madame. Lorsque vous allez, et généralement dans plusieurs hôpitaux publics, il y a le service d'action sociale. Donc, quand vous êtes personne handicapée, vous arrivez, vous deviez demander où se trouve le service d'action sociale. C'est eux qui sont habilités à À diligenter traiter. votre dossier. Mais je puis vous assurer, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Et généralement, ils s'en vont plutôt plaider. Et parfois, le directeur de l'hôpital n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Vous pouviez avoir une facture de 200 000, 300 000. Elle revient, elle dit que le directeur a dit qu'on va réduire 25 000 francs. Voilà généralement comment ça se passe. Alors que lorsque nous suivons la loi, normalement, la présentation tout simplement de la carte nationale d'invalidité devait faire que nous rentrons en possession de ce que la loi a prévu pour nous. Parce que la loi est là pour protéger les personnes handicapées. Donc, lorsque nous partons dans les hôpitaux, ce n'est pas toujours ça. Et la loi de finances est encore venue renchérir pour rappeler, si les gens oubliaient, qu'il y a une réduction de 50% lorsqu'il s'agit de certaines prestations dans les établissements publics hospitaliers. Donc, c'est effectivement ça. Parce que le handicap est directement lié à la santé. Tout à fait. Et si on veut parler du secteur du transport, à l'article 35, les personnes de la loi justement du 13 avril, le 13 avril 2010, l'article 35 stipule que les personnes en situation de handicap titulaires d'une carte nationale d'invalidité bénéficient aussi des mesures préférentielles dans les transports publics et privés, et notamment la réduction du tarif de transport, la priorité au niveau de l'embarquement et au niveau du débarquement, et des places réservées. C'est une expérience vécue, ça arrive souvent ou c'est rare ou jamais? Non, ce qu'il faut dire, lorsque vous voyagez par train,
Généralement, ils ont des taux réduits lorsque vous présentez la carte nationale d'invalidité. En dehors de ça, les autres transports. Quand vous stoppez un taxi, déjà si vous présentez votre cas, il ne démarre pas. Et pour ceux qui sont téméraires, ils entrent dedans. Ils disent que sachez que je vais payer que la moitié, c'est la bagarre qui va se déclencher là-dedans. Cette mesure n'est pas appliquée. Et également, parfois c'est un risque pour nous. Parce que déjà, ce n'est pas facile de prendre le taxi. Et si vous présentez ça devant, généralement, lorsqu'on énumère, il préfère démarrer son taxi, il part, et vous allez rester sur place. Tout à fait. Parce que la sensibilisation n'a pas été effective. Exactement. Maintenant, contrairement au niveau de transport en commun privé, généralement, lorsque nous arrivons dans les agences, ils ne réduisent pas, mais au moins nous sommes prioritaires pour l'embarquement. Pour l'autre, même si vous êtes en rang, ils vont vous dire, messieurs, venez vous asseoir ici. Oui. Donc, au niveau des transports, c'est un peu ça. Mais, madame, je voulais que vous me donniez 1 minute en ce qui concerne le privé. Parce que tout ce que nous avons dit était dans le public. Ceux qui sont dans les établissements privés, actuellement, nous sommes sur un plaidoyer. Vous parlez du secteur de la scolarisation. De la scolarisation. Nous sommes sur un plaidoyer. Le plaidoyer, c'est accès éducation handicap, qui consiste pour nous d'aller auprès des promoteurs d'établissements privés pour leur dire, pardon, messieurs les promoteurs, est-ce que vous pouviez nous aider en réduisant les frais de scolarité chaque fois qu'un enfant handicapé ou né de parents handicapés vient s'inscrire dans votre établissement? Et pour cela, nous avons prévu le 24 août les rencontres de l'éducation inclusive où nous entendons inviter tous ces établissements qui ont accepté de réduire les frais de scolarité afin que nous signions une convention avec eux. Et également que nous leur remettons un document de reconnaissance pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je vous assure, pour les établissements privés, ils sont nombreux qui acceptent. Les conditions sont moins rigoureuses. Il est très facile d'obtenir une réduction de frais de scolarité au privé que de faire le dossier pour bénéficier dans le public. Je vous assure, dans certains établissements. Ça veut dire que le privé est plus sensible que le public. C'est ce que vous dénoncez, en fait. De plus en plus, le privé est sensible. Et ce que nous voulons faire, nous voulons capitaliser, nous voulons reconnaître, nous voulons mettre sur la place publique ces établissements citoyens, ces établissements pionniers qui veulent bien participer à la scolarisation des enfants handicapés. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'ils se rapprochent de nous. Nous allons formaliser et le 24 août, nous allons donc signer le document et on va leur remettre cette reconnaissance qu'ils peuvent brandir partout et qui permet qu'ils sachent qu'ils sont des établissements pionniers pour la scolarisation des enfants handicapés. Voilà, ça c'est une démarche que vous avez prise et sans doute, je suppose que vous allez informer tous les autres réseaux de défense des personnes en situation de handicap pour qu'ensemble, vous puissiez vraiment unir vos forces et bénéficier de tout cet état de disposition. Il ne s'agit pas tout simplement des réseaux, des associations des personnes handicapées. Tout réseau d'associations, vous également, vous qui me suivez, dès que vous avez l'information, passez dans les différents réseaux que vous avez. Parce que ces promoteurs d'établissements publics, ces promoteurs d'établissements privés sont partout. Donc, quand vous êtes dans un réseau, passez l'information. Il suffit seulement, s'ils saisissent déjà Balafon va remonter l'information et nous pouvons entrer en contact avec eux et on va vraiment les accueillir parce qu'ils sont vraiment très aimables, ces promoteurs d'établissements privés. Voilà, il faut le rappeler que Balafon Média est vraiment très, très sensible en ce qui concerne le traitement de l'information sur les cas sociaux et notamment sur la situation des personnes qui ont vraiment besoin de se faire connaître, de faire entendre leur voix. Donc, c'est un honneur pour nous de vous recevoir et de parler de vos problèmes. On est arrivé au terme de cette édition de ce soir à Grand Plateau. Un dernier mot de fin, je vous invite à vous adresser maintenant à Madame la ministre des Affaires sociales. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en direct maintenant, là, en ce qui concerne la situation de la scolarisation des personnes, des enfants en situation de handicap? Madame le ministre des Affaires sociales, je parle au nom des personnes handicapées. Madame, je vous prie de bien vouloir prendre des dispositions particulières pour surseoir c'est l'attestation de conformité fiscale
et le numéro d'identifiant unique, ne serait-ce que pour cette année, et que vos services prennent des dispositions pour que la scolarisation continue. J'ai peur, madame, qu'il y ait une déscolarisation généralisée des enfants handicapés. Madame le ministre, je souhaite que vous puissiez trouver une solution également pour ceux qui sont déjà, qui sont déjà au lycée dans ces établissements, qui ne puissent plus faire une panoplie de documents pour déposer des dossiers. Ils sont déjà dans les établissements. La présentation tout simplement de leur bulletin, de leur carte nationale d'invalidité et de leur acte de naissance, pour moi, suffit pour qu'on puisse les reconduire pour l'année prochaine. Parce que nous qui sommes sur le terrain, de plus en plus, il y en a qui quittent l'école parce qu'ils n'ont pas pu faire le dossier alors qu'ils ont déjà fait 1 an, 2 ans au lycée. S'il vous plaît, madame, je vous prie de comprendre le cri de cœur des personnes handicapées à travers la dynamique Handi, à travers le grand plateau de Balafon Média. Merci, Monsieur Innocent Silale, pour votre doléance, pour votre plaidoyer que nous en sommes sûrs arrivera dans les oreilles de Madame la Ministre. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Merci également à vos chers téléspectateurs. N'hésitez pas à passer l'information tout autour de nous. Chacun a au moins une personne qu'il connaît et qui est handicapé, qui est en souffrance, qui a une situation de handicap. N'hésitons pas à passer l'information à nos proches, à notre entourage pour davantage vulgariser l'information et aider ces personnes en situation de handicap à se scolariser pour une meilleure inclusion dans notre pays, le Cameroun. Merci d'avoir suivi. À demain, s'il plaît à Dieu.